Sécure, épisode spécial Propolis. Je suis accompagné de El Nathan. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est El Nathan Tiokou. Je suis fondateur et CEO de Vrost.ai, VRAUST.ai. Ça. Et la plateforme fait principalement dans la prévention des scams en temps réel au niveau des utilisateurs, des citoyens canadiens. Oui, c'est ça. Tu fais partie de la cohorte actuelle de start-up de Propolis, justement pour venir développer ta plateforme que tu parlais pour la fraude. Comment elle s'exécute, qu'est-ce que c'est finalement, justement, pour que je puisse comprendre mieux qu'est-ce qu'elle fait et comment elle aide les gens? De base, disons que la façon avec laquelle la fraude opère en ce moment, elle est principale. La majorité des fraudes est principalement driven par ce qu'on appelle du social engineering, de la manipulation. Et donc, le meilleur scénario que je pourrais prendre, disons, c'est le parent d'un adulte qui est intéressé aux investissements et qui donc tombe sur une plateforme, disons, Carney permet aux Canadiens aujourd'hui d'investir sur telle plateforme et d'avoir un meilleur retour sur investissement. Il arrive donc sur cette plateforme-là, il est complètement ignorant de ce qui se passe comme scam dans l'écosystème cyber. Et pour les parents un peu éveillés, ils vont appeler l'enfant ou l'adulte qui est un peu intellectuel d'un point de vue technologique et lui demander est-ce que tu penses que c'est une plateforme legit ou pas. Mais voilà, l'adulte n'est pas toujours disponible pour cela. Donc Vrost, c'est une plateforme qui en ce moment permet aux parents juste de se connecter et puis de coller le lien du site web. Et puis la plateforme va lui donner donc exactement une évaluation de ce que c'est. Est-ce que c'est une plateforme frauduleuse ou pas? Voici le score de risque que ce soit frauduleux. Et voici les différentes actions que tu dois prendre. Et à partir d'un bouton, la personne pourra donc reporter tout cela auprès de l'autorité locale. Ça pourrait être la police ou bien la banque. Super intéressant. Et effectivement, la quantité de fraude est quand même assez exceptionnelle. Ça ne fait que s'accélérer. Justement, de ce que j'en comprends du nom de ta compagnie, il y a de l'intelligence artificielle. De point de vue offensif, il y en a énormément aussi. Les courriels sont de plus en plus écrits de façon crédible, avec un vocabulaire qui permet plus facilement de tromper les gens, donc dans ce contexte-là. Et tu mentionnais comme les parents, bien, comme mes parents notamment, ne sont pas nécessairement éveillés à ce genre de situation-là. Ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas les symboles. Puis même moi, comme professionnel, il y a une catégorie de scams que maintenant, même moi-même, je pourrais me laisser tromper parce que c'est excessivement difficile à faire ça. Fait que là, tu parlais de phase de risque, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça analyse, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça retourne comme information? À date, nous avons, disons, deux axes globaux sur lesquels on se focalise. Les scams auxquels nous sommes exposés sur les réseaux, on parle ici principalement des cyberscams, sont sous forme textuelle en règle générale. Ça, c'est dans la première catégorie. Et je fais ici référence à un site internet qui contient du texte, à des emails qui contiennent du texte, à du romance scam sur les réseaux sociaux qui contient du texte. On va catégoriser ça comme ça. Et donc, la plateforme permet d'analyser tous ces types de textes-là, fait une analyse sentimentale et prédit s'il s'agirait d'une quelconque manipulation. Et puis, un élément important de l'approche avec laquelle on adresse le problème, c'est que on se base sur les données publiques partagées par le site du gouvernement. Donc, ce que l'on détecte comme fraude, c'est l'expérience d'autres personnes qui ont été reportées. Voilà pourquoi c'est un élément très important pour nous de travailler avec les autorités locales pour reporter ce que nous on trouve auprès des citoyens canadiens. Donc ça, c'est le premier élément. Ça va analyser tout cela, vraiment peu importe. Et on pourrait même encore pousser ça au niveau des fausses factures, des faux chèques. Okay? Fait une analyse profonde dessus. Un autre élément, c'est l'analyse ici, la vocale. C'est qu'on a aussi beaucoup de scams qui se passent par appel téléphonique. Ça pourrait être sur les plateformes des vidéoconférences, Zoom, Teams. Ça, c'est plus pour tout ce qui est job scam, où voilà, le recruteur va se présenter sur la plateforme et procéder au recrutement. Et donc, ça détecte tous ces différents types de manipulations-là. Ça pourrait également être un appel téléphonique direct à partir du téléphone. L'idée ici, c'est d'alerter l'utilisateur et dire, tu te retrouves dans une situation, voici le type de scam, et ceci-là est basé sur ce qu'on en a observé, partagé par le gouvernement, des sources crédibles. Donc voilà, je vais catégoriser comme cela. Mais il y a également une couche un peu plus poussée qui est
dont on n'a pas besoin d'entrer en détail, c'est de dire comment est-ce que je garantis que la source de cette information, si là, est suspicieuse. Et ici, là, on pourrait entrer dans les détails de IP tracking, dans les détails de où est-ce que le domaine est enregistré. C'est vraiment encore plus poussé. Mais on va se limiter aux deux éléments. T'en nommes deux, moi j'en vois plus, peut-être même un peu plus trois que deux. Mais tu as tout le volet de détection de la manipulation, donc le fait de la lecture du texte ou l'analyse de la conversation qui a lieu, des sources crédibles de fraude et essentiellement ensuite tout ce qui est plus classique en cybersécurité, tout le tracking IP et ainsi de suite, sont trois éléments, je sépare en trois, tu vas en mettre deux, qui viennent alimenter justement ce que tu mentionnes comme score de risque. Je vais commencer par m'intéresser à tout le volet manipulation, donc d'utiliser nécessairement du AI pour faire ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça vient détecter, comment ça le détecte, puis qu'est-ce que ça retourne comme information à l'utilisateur? Les enjeux aujourd'hui avec l'IA sont tellement poussés et la complexité existe même encore au niveau de la langue humaine. Quand je parle d'enjeu ici, c'est que l'IA pourrait attaquer plus de 50 000 citoyens en un laps de temps, ce qui n'était pas possible avant. Donc, l'opération est vraiment plus spécialisée aujourd'hui et plus efficiente de la part des fraudeurs. Mais quand je parle ici là de la complexité de la langue, c'est lorsque l'on discute, je te parle de scam ou bien même de manipulation en règle générale. C'est pas toujours quelque chose facilement distinguable par le langage. Ça demande de l'expérience humaine, ça demande même une certaine maturité dans le domaine pour comprendre que quand un fraudeur te dit je suis de la banque royale et je suis voilà tel, je suis expert, je sais pas, dans fraude, je t'appelle parce qu'il y a eu une mauvaise transaction sur ta carte de crédit et que le scammer te dise exactement quel est le titre, le nom de ta carte, le nom sur ta carte de crédit, ton numéro de carte de crédit. Pour quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le scam, ce serait legit. Et notre culture, disons, même pas notre, disons, la culture canadienne en règle générale, elle est basée sur la confiance. Donc, un parent qui a 70 ans, qui toute sa vie a entendu des personnes dire, si, du moins, a grandi dans une culture où lorsque tu dis quelque chose, c'est vrai et tu le feras, il entend quelqu'un comme ça, il est confiant qu'il est entre les mains de la banque. Donc, comment est-ce que la plateforme d'IA va détecter cela? Ce sera à partir de l'urgence, par exemple, qu'il y a dans le langage. Ce sera à partir juste du temps de silence. Comment est-ce que la personne interagit avec l'autre? Ce qui aujourd'hui serait une utopie d'espérer qu'on peut former des personnes dessus. C'est vraiment juste. Ah, ça, c'est sûr. Former la population complète sur ce genre de choses-là, c'est d'une complexité très grande. Et d'avoir un outil justement qui permet de détecter parce que, puis je regarde mes parents, puis ou n'importe quelle personne de cette génération-là, l'espace de confiance que tu mentionnes, notamment au Canada, mais pas exclusivement, est très, très grand. Mais même en même temps, en vieillissant, nos propres regards sur les choses changent. Donc, à ce moment-là, on devient beaucoup moins vigilant. On a plus tendance à faire confiance à des symboles comme l'autorité, comme ces éléments-là qui sont légèrement ou souvent utilisés. Tu le mentionnes bien, quand la banque appelle, ben, on a toujours l'impression que c'est légitime que la banque, quand elle nous appelle, elle a une raison réelle et Valide. légitime de nous appeler pour le faire. Puis ensuite, ils vont nous pousser à poser des gestes qui, eux, ne sont pas pour notre bien ou veulent nous voler notre bien essentiellement. Fait que ces personnes-là, pour moi, sont extrêmement vulnérables à tous ces types de manipulations-là. Absolument. Absolument. Et tu parles de vulnérabilité, peut-être je peux rebondir dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des parents, mais tu as passé le commentaire tout à l'heure que même en tant que professionnel, il y a certains types de fraudes dont tu n'es peut-être juste pas au courant. En fait, les stats nous disent que 78% des adultes sont confiants dans leur capacité de détecter les fraudes. Donc, 78% de la population adulte, ils sont confiants. Et ça, c'est une stat qui est qui est propre au Canada. Et plus intéressant encore, 23% pardon, de ces personnes continuent de perdre de l'argent.
Donc, Donc, tu as 78% des gens qui sont confiants de détecter, et de ces 78%-là, il y en a 20 30% qui qui perdent de perdent l'argent. l'argent parce qu'ils se sont fait avoir, mais ils continuent à se faire avoir, puis sont encore confiants de. C'est complètement fou, ces statistiques-là. Je trouve ça, c'est malheureusement d'une très grande arrogance d'avoir cette confiance-là en soi, d'être capable de détecter cette fraude-là, surtout en sachant comment les attaquants en font. Puis Exact. du moment qu'on a confiance qu'on va le détecter, on devient des cibles beaucoup plus faciles parce que notre défense naturelle ou notre suspicion est beaucoup plus basse qu'une personne qui, elle, n'est pas sûre de ses capacités à détecter. Puis cette personne-là va d'ailleurs poser un peu plus de questions. Mais puis, je trouve ça super intéressant, ces statistiques-là. Dans le contexte de l'application que tu développes, comment justement ça va venir aider? Parce que si les personnes sont déjà confiantes, comment on peut les convaincre qu'un outil comme ça va arriver et les aider davantage? Parce que des gens qui sont comme convaincus, mais alors comment on peut renverser un peu cette perception-là de conviction? Écoute, c'est difficile lorsque quelqu'un est déjà acheté par ses propres idées qu'il se fait. Et puis, il y a également un paramètre très important à considérer que Vros, c'est une start-up. Et on n'a pas nécessairement le temps et le capital de risque pour passer cette phase pour convaincre et enseigner les gens. Donc, on se concentre sur la population qui nous intéresse massivement, qui est la plus vulnérable, notamment les personnes âgées, mais plus intéressant également les enfants. Les stats nous disent que 27% des jeunes aujourd'hui sont plus vulnérables aux fraudes, plus que tout le monde d'ailleurs. Donc, on se concentre sur ces deux segments-là et puis on s'adresse aux adultes en leur disant, écoutez, on n'a pas nécessairement de l'énergie à vous convaincre, c'est pas le moment, mais la personne qui est plus facile à convaincre, c'est lorsque la personne a déjà été victime de fraude. Donc, c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais le jour où vous serez victime de fraude, on aura la conversation. Mais en attendant, prenez donc ce package de famille qui est vraiment affordable pour sécuriser les parents, mais également les enfants. Et voici l'enjeu pour les enfants. Les enfants utilisent nos appareils électroniques. Ils utilisent nos ordinateurs, nos téléphones pour installer des jeux. J'ai 2 nièces qui utilisent mon téléphone pour installer des jeux. Et sur ces jeux-là, on n'a aucune idée de quels sont les firewalls qui sont, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la tech, quelles sont les vulnérabilités de ces jeux qu'ils installent. Et la majorité des appareils qu'on donne accès aux enfants, on les réutilise dans le cadre du travail, on les réutilise dans différents scénarios. Donc, c'est de dire comment est-ce qu'on protège cet écosystème, aussi bien les jeunes, mais également les parents en même temps. Il y a donc, et sur la plateforme un pack familial qui permet donc de sécuriser l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on approche le marché pour l'instant, au lieu juste de s'adresser aux adultes. Je trouve ça très intéressant de l'aborder dans un pack familial parce qu'effectivement, d'inclure les enfants dans la réflexion, puis pour les parents, ça va être plus naturel de vouloir leur offrir ça, puis ils vont bénéficier au passage de la même protection, donc de commencer à voir l'avantage qu'ils ont, parce que rendu là, on est capable de déléguer un peu à la plateforme notre capacité, quand on a un doute raisonnable, en tout cas, ou n'importe quand, qu'on a de la fraude. Puis pour le voir en entreprise, le seuil de sensibilité des gens est très différent. Puis ça, les statistiques l'ont bien montré. Et les gens, des fois, quand ils ont été dans des entreprises qui ont connu des incidents, vont être beaucoup plus sensibles, mais des fois trop sensibles. C'est ça qui est aussi intéressant. Ils nous amènent des choses qui sont généralement légitimes, puis ils vont le détecter comme non légitime et mal équilibré. Mais bref, revenons à ta plateforme elle-même. Bon, tu as toute l'évaluation du sentiment et comment on va brancher pour que justement tu parles de ton pack familial, comment on déploie ce pack familial-là, comment on le met en œuvre, comment on permet à nos enfants et à nos parents de pouvoir bénéficier de ce package, comment ça s'intègre dans notre quotidien. Ça, c'est une excellente question parce que nous sommes en phase, ça fait juste 1 semaine que l'on a déployé la solution publiquement, après avoir eu le feedback des premiers users. Et puis pour la solution publique, nous sommes actuellement en phase de pre-seed pour la solution qui s'en vient par la suite. Mais avant que je n'y arrive, la façon avec laquelle elle fonctionne actuellement, c'est que une fois que tu te connectes, et juste pour petite parenthèse, tout le monde a accès à la plateforme gratuitement. Okay? On va avec un principe que c'est un droit humain d'être protégé. Donc, on va avec une plateforme, une version freemium pour tout le monde.
Mais pour le parent qui se connecte, il va sur la section familiale, il entre juste l'adresse email de son enfant et l'adresse email de son parent ou de ses parents. Et eux, ils vont recevoir automatiquement le mail pour les onboard sur la plateforme. Donc, c'est aussi simple que cela. Et une fois qu'ils reçoivent cela, on travaille à retirer le maximum de friction. C'est au plus 3 écrans pour se connecter sur la plateforme et de travailler légalement. Et puis pour les enfants, évidemment, on a cette contrainte-là d'âge qui est de 13 à 18 ans. On voudrait avoir l'autorisation parentale. Donc, il n'y a aucun enfant qui va se connecter sans que le parent ne soit au courant, si évidemment il est assez honnête pour mettre son âge. Mais une fois que c'est ça, une fois qu'on est inscrit dans la plateforme, pour l'utiliser, cette plateforme-là, pour que justement elle nous devienne utile, comment on est capable d'y diriger les communications auxquelles on a un doute? Est-ce que c'est toutes les communications courriels qui passent à travers? Est-ce que c'est une quantité qu'on décide? Comment on met ça dans notre quotidien? Parce que tu le mentionnes très bien, il faut retirer la friction. Puis je suis très curieux de voir votre approche par rapport à ça parce que ça devient intéressant comment on met ça en œuvre et qu'on est capable d'aider nos parents qui ne sont pas toujours technophiles ou nos enfants qui ne veulent pas trop participer à nos plans, nous autres. Là. Absolument. Et justement, c'est ça la prochaine étape. Je parlais d'être actuellement en pre-seed. En ce moment, on a une plateforme juste en ligne qui permet que quelqu'un se connecte comme ChatGPT. C'est la façon avec laquelle on a trouvé approprié parce qu'ils nous ont déjà donné le playbook. Aujourd'hui, on utilise ChatGPT principalement à partir d'une application. Tu te connectes et tu colles ce que tu as collé ou bien tu fais ta recherche. Exactement comme un navigateur. Mais ça, c'est le modèle en ce moment dont je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de friction. Parce que le monde n'est pas instinctif que je suis dans une situation suspicieuse. Donc, après notre phase de pre-seed, la prochaine étape, c'est d'avoir une application overlay qui fonctionne juste dans le background de ton système, de ton téléphone ou de ta machine. Et on pourrait, j'espère, bien toucher un peu sur l'aspect professionnel ou business plus tard. Mais donc, ça s'installe sur ta plateforme et donc toi seul as la possibilité de choisir c'est quelle plateforme que je voudrais que ça monitore. Okay? Je voudrais personnellement pas, même en tant que CEO, que ça monitore mes WhatsApp. Je suis un peu plus à l'aise dessus. Et puis, on pourrait parler de challenge de données plus tard. Même si on n'a strictement aucun intérêt à lire ou à écouter l'information de l'utilisateur, je ne voudrais pas non plus juste garder cela dans le back of my head, à que quelqu'un monitore mes appels WhatsApp. Donc, la plateforme te permet, la prochaine étape, je disais tantôt, c'est qu'une fois que tu l'installes sur ton téléphone, elle n'apparaîtra sur ton écran qu'une seule fois que tu es dans une situation suspicieuse. Donc, tu reçois l'appel entrant, comme tu le fais normalement, mais tu ne recevras une alerte que lorsque tu es dans une situation suspicieuse. Tu te connectes sur un site web, sur des sites web normalement, comme au quotidien, tu n'as aucune information par rapport à Vrost, mais aussitôt que tu es sur un site web de scam, et là, tu as une alerte qui te dit, OK, voici, il s'agit d'un site web de scam pour telle raison, et voici les actions que tu devrais faire. À au plus un bouton, tu peux bloquer l'individu, bloquer la plateforme, reporter au gouvernement, reporter aux autorités responsables de cela. Tu parlais de copier, puis ça, c'est la version. Ça, donc, c'est une espèce de conversationnel un peu à la ChatGPT. Mais disons, je reçois un courriel que j'ai un doute, je le prends, je le copie dedans, et là, ta plateforme va analyser, parce que dans le fond, puis c'est un peu de parler du moteur lui-même, parce que le fait de le brancher, c'est une chose, mais le moteur lui-même est intéressant. Donc, je copie le contenu, puis là, lui va l'analyser, il va dire, oh, ça, j'ai un score élevé de. Puis il va m'expliquer un peu à quoi ce qu'il a détecté à l'intérieur de celui-ci, c'est ça? Exact. Ça te donne un gros score de risque qui, pour nous, est l'élément le plus important. Mais évidemment, on reste dans quelque chose d'assez non objectif au sens strict et rationnel du terme. Ça veut dire, justement, c'est pour ça qu'on parle de score de risque. Le risque n'est qu'évalué en termes de pourcentage. Donc, on te donne un score de risque, mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir c'est à quelle catégorie que ce risque s'y appartient. Est-ce que je me retrouve dans un scénario de job scam, de romance scam? Est-ce que cette interaction-ci là que j'ai eue avec un certain Poirier serait de l'amour réel, ce serait quelqu'un qui me cherche parce qu'il m'aime, ou alors ce serait juste un scam. Donc,
ça va me donner un risk score avec une catégorie à laquelle ça appartient. Mais ce qui est plus intéressant que tout, c'est que ça me donne le lien vers le site du gouvernement où je peux trouver des histoires similaires à ce que je suis en train de traverser, si jamais le score de risque est élevé. C'est intéressant. Puis ça, là, c'est l'autre partie de ce que, une fois que c'est détecté. Tout ce branchement-là, là, tu parles dans un contexte purement canadien, c'est branché à quelle source, c'est où vous dirigez, comment vous puisez dans ces bases de données-là aussi pour aider à alimenter le fonctionnement de votre outil? Alors, je vais parler ici là des données sous deux axes, ou peut-être trois. Le premier, c'est pour des entreprises, parce que on n'en a pas encore discuté, mais voilà, les entreprises, malheureusement, ont leurs employés qui font face à ces scammers. Pas nécessairement le CEO, mais tous les employés de la boîte interagissent avec le monde externe. Comment est-ce qu'on les protège contre ces types de scams-là? Donc, ils pourraient avoir accès à la plateforme. Et nous avons une approche de gouvernance et d'IA vraiment au centre de notre réflexion, qui est que aucune des données des clients corporate ne serait par défaut localisée chez nous. Tout est centralisé chez le client, dans son écosystème. Et puis, on parle même de données. La réalité, c'est qu'on n'utilise pas vraiment les données des utilisateurs. On pense à ça comme une sorte de filtre. Tout ce qui n'est juste pas ce qu'on cherche va passer inaperçu. Et tout ce qui est ce que l'on cherche comme filtre. Et encore là, on se donne un threshold. À partir d'un score de risque précis, c'est où on voudrait utiliser ça pour aider le reste de la population. On croit en ce qu'un scam, résoudre le challenge de fraude ou de scam devrait se faire en communauté. Et on ne voudrait pas non plus qu'un certain Bernard qui a pris un screenshot de sa conversation avec sa potentielle future partenaire soit dans nos données. Non, on n'a aucun intérêt. Donc l'idée ici, c'est à partir d'un score de risque où on est certain, on va prendre ce scam-là avec l'autorisation de l'utilisateur, reporter aux autorités locales, à la police, pour qu'ils puissent prendre action et disrupt tout cet écosystème. Et on va donc entraîner notre modèle de façon à ce que plus jamais quelqu'un au Canada ou partout dans le monde ne soit victime de ce modèle de scam encore. Mais la condition, c'est que on ait l'autorisation de l'utilisateur et que ça puisse être au-delà d'un certain score de risque. Tout ce qui est en deçà ne nous intéresse absolument pas. Donc, ce que j'en comprends, c'est que la plupart de ton modèle roule localement sur le téléphone ou sur l'ordinateur de la personne. Il n'y a rien à vous donner, sauf dans le cas où il y a une autorisation explicite qui est demandée, c'est ça? Exact. Donc, ce modèle-là, vous l'avez développé dans votre application. Puis, je trouve ça très intéressant de rouler ça en local, justement, pour limiter cette accumulation d'informations-là. Le branchement avec les bases de données ou le reporting avec localement, comme tu le mentionnes, ça se fait comment? Est-ce que, puis justement, la réduction de la friction, parce que pour avoir reporté de la fraude, la friction est quand même assez grande là, pour utiliser ces systèmes-là. Malheureusement, ils nous accueillent pas facilement dans leur système pour le faire. Et comment vous interfacez avec ça? Est-ce que vous donnez de la facilité à la personne d'aller plus loin, plus rapidement, ou on passe par le grand chemin difficile qui nous est mis devant nous? C'est ça une des grosses difficultés des personnes. Au quotidien, on interagit avec les victimes de fraude. On a littéralement un podcast pour échanger avec eux, savoir quelles sont leurs réalités, qu'est-ce qu'ils traversent. Et dans ce cadre-là, donc, on voudrait réduire tout ce hurdle-là à un seul clic. À partir d'un seul clic, l'avantage, c'est que la plateforme a déjà la ressource. Ils savent quel est le numéro de la personne qui est appelée, quel est l'IP de la personne, et on espère même potentiellement la localisation du scammer. Mais il n'y a rien concernant l'utilisateur ou l'individu qui n'est copié dans notre base de données. Une fois de plus, on n'a aucun intérêt. Et tout cela, donc, à partir d'une connexion avec le service de police local de la personne, on reporte toute cette information-là à partir de données structurées, j'ai envie de dire. Et comment est-ce que ça se fait à date? Nous avons déjà engagé la conversation avec les autorités locales. On va commencer par Montréal, ou du moins par le Québec, on va dire ça comme ça. Et l'idée, c'est donc de bâtir ce pipeline de reporting. Oui, ben ça va demander un certain effort de votre côté pour réussir à mécaniser ça puis réduire la complexité.
puis par des appels techniques en arrière-plan qui Exact. vont retirer la complexité de la part. Puis ça, je trouve ça une très bonne nouvelle parce que probablement une des plus grosses barrières au fait que les gens rapportent les crimes, puis peu importe la nature des crimes qui sont rapportés, c'est que c'est compliqué, c'est long, puis c'est difficile, puis souvent, des fois, c'est un processus qui peut être un peu amener un peu de honte de la part de la personne de s'être fait avoir. Donc, de juste faire ça de cette façon-là, je trouve que c'est un pas en avant qui est immense et j'espère que ça va augmenter Et, effectivement le reporting. et si tu me permets d'ajouter, et ça c'est juste, pour être honnête, l'idée qui me vient juste pendant qu'on est en train de discuter, euh, sur le chemin, on ne va pas se distraire pour l'instant, mais sur le chemin, on espère que ce soit juste une plateforme où quelqu'un pourrait venir reporter son expérience. Parce qu'à date, on a une composante, tu parlais tout à l'heure d'interactif ou bien de chat, où tu peux juste, des fois, avoir été victime de la fraude, c'est déjà passé, tu n'as aucune ressource. À date, ce que l'on a comme moyen existant et qui fonctionne très bien, c'est d'activer le bouton audio à partir duquel tu racontes juste ton histoire et tu poses la question, est-ce que tu penses que c'est un scam ou pas? Des fois, on ne va pas écrire tout cela. On ne connaît juste que des débris de ce dont on peut encore se souvenir. Et puis la plateforme va analyser ton histoire et puis te dire exactement comme les autres moyens dont on a discuté. L'idée donc, c'est d'être cette plateforme de reporting direct, que ça prenne cette information non structurée. Des fois, ça prend 30 minutes pour avoir éventuellement un agent de la banque au téléphone qui va te lire un ensemble de politiques assez complexes. 2 heures de ta vie comme ça, tu es vulnérable parce que tu viens d'être scammé, tu es traumatisé, tu dois dire avec exactitude ce qui s'est passé. Donc, c'est de structurer tout cet ensemble d'informations-là et de rapporter sans avoir besoin d'être un utilisateur régulier ou bien quoi que ce soit. On espère en arriver. Oui, je trouve ça fantastique parce que, puis je le répète, la barrière pour réussir à rapporter un scam, elle est quand même assez élevée. Exact. Malheureusement, même pour quelqu'un qui travaille dans le domaine, puis il m'est arrivé des fois d'abandonner en cours de chemin parce que le temps investi n'en valait pas la peine. Mais là, je vais comme Et juste pour te choquer encore, les stats nous disent que les 400 et 643 millions de dollars qui ont été reportés l'année passée en termes de perte de fraude au Canada n'est environ que 5 à 10% des fraudes réellement reportées. Donc, on a 90 à 95% dont le monde n'est juste pas au courant à cause de ceci. Je suis vraiment... à la fois, je trouve ça triste, mais pas étonné qu'on soit là justement parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Je trouve ça très bien, l'idée que tu as avec ta startup de réduire la barrière à l'entrée. Donner des outils aux gens de le détecter pour les gens qui sont ouverts à l'idée de pouvoir tester. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix. 2026, ça va être une année pivot à bien des égards de ce côté-là. Et d'avoir cet outil-là qui va aider les gens. Et là, l'autre facette, d'aider les gens à le déclarer. Donc, qu'on ait des statistiques au niveau des autorités qui soient représentatifs et donc d'investir l'argent nécessaire pour aider les gens et accompagner des solutions comme tu proposes. Absolument. Et un des challenges, donc, c'est de convaincre les autorités locales de l'enjeu de cela. J'espère que ce ne sera pas difficile. On a déjà engagé la communication avec eux. Mais aujourd'hui, encore dans le panel de CyberEco, ils en disaient, malheureusement, le Canada en fait partie de ces pays qui donnent le crédit à leurs enfants, à leurs startups, qu'une fois qu'ils sont sortis du pays. Donc, on espère travailler de proche avec ces autorités pour créer ces pipelines. Aujourd'hui, c'est facile. C'est pas comme si technologiquement, c'est difficile de le faire. Mais pour une quelconque raison, c'est juste pas fait. C'est très inspirant ce que tu as partagé. Je te remercie énormément. As-tu quelque chose pour conclure sur le sujet qu'on a abordé? Absolument. Je dirais que la meilleure façon avec laquelle on aborde la fraude, c'est de l'aborder en communauté et de réaliser que nos expériences pourraient aider d'autres personnes. Donc, j'encouragerais juste le monde à reporter davantage, à partager autour de cela et de quitter cette mentalité-là de victime ou de honte lorsqu'on se fait frauder. Parce qu'en réalité, on n'y est pour rien. Et ce n'est pas vrai qu'on est intellectuellement low pour être capable de se frauder. Tout le monde se fait frauder. Donc, c'est juste d'encourager ce partage-là. Tout à fait. Puis je vais enchérir sur le fait que même les professionnels en cybersécurité se font avoir. Je me suis déjà fait avoir. Donc, il n'y a pas de honte à en parler puis à le déclarer, puis ça nous amène ailleurs. Merci beaucoup.
beaucoup de succès pour ta startup. Je pense qu'on va se reparler parce que c'est vraiment très chouette cette conversation-là. C'est une amorce, une introduction dans cet univers-là que je connais moins bien. Donc, merci Normand de ton partage. Merci pour l'invitation, Nicolas. Merci beaucoup.